On a déjà beaucoup parlé d'immobilier hier. C'était d'ailleurs passionnant. On va prolonger le débat. Nouveaux codes, nouveaux usages. À quoi s'attendre dans le monde de l'immobilier? On a eu un début de commencement de réponse, mais on va prolonger cette discussion et je vous demande d'applaudir chaleureusement, bien sûr, Louis-Renaud Margerand et Daniel Wild. Venez, messieurs. Bonjour. Daniel, vous étiez déjà là hier, donc on a tellement aimé qu'on vous fait revenir. C'est réciproque, avec plaisir. Les nouveaux codes, les nouveaux usages, on en a quand même pas mal parlé hier, mais ce à quoi il faut s'attendre, c'est intéressant, parce qu'on va peut-être rentrer dans le détail, mais je te laisse ouvrir les débats, bien sûr, Philippe. Oui, effectivement, on se rend compte que le monde de l'immobilier change. Alors, on a effectivement parlé de l'immobilier prime hier un peu, qui reste cette valeur centrale. On a vu aussi hier, quelque part, que l'intérêt pour la province est qu'on sorte un peu du parisianisme. Alors j'ai compris qu'on se désintéressait de la première couronne quand même, voire même de la deuxième, mais que l'intérêt pour la province pouvait prendre son lot. Et en fait, dans cette société, c'est comment vous prévoyez les usages de demain et comment vous anticipez dans vos investissements comment le Français de demain ou l'Européen de demain va travailler. Louis-Renaud, peut-être, puisque Daniel a déjà un petit peu parlé hier. Si vous voulez, bonjour à tous. Je crois qu'il y a différentes manières d'aborder les choses. Pour la priorité aujourd'hui, je pense, en immobilier, c'est avant tout de répondre à la demande locative des entreprises. Et ça, effectivement, il y a eu beaucoup de changements ces 2 dernières années. Structurellement, on a toujours eu des phases de changement dans l'immobilier, historiquement, bien évidemment. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut faire l'association entre la demande des entreprises et aussi, pour répondre à cette demande, à l'ensemble des critères ESG et donc ISR, pour le label ISR immobilier, faire joindre les deux pour pouvoir correspondre à la demande locative. Ça va être la priorité pour avoir des bâtiments dans un bon état, qui correspondent et pouvoir assurer une base locative importante dans les solutions que nous gérons. Et est-ce que les deux peuvent cohabiter d'une manière générale? Hier, on parlait ensemble du fait que Paris était plein comme à neuf et qu'il y avait une demande locative qui était très forte sur Paris. Donc globalement, investir sur Paris, oui, sauf que les limites du périph' ne sont pas extensibles. Et quelque part, transformer les bâtiments en bâtiments qui répondent aux critères de ISR ou ESG, c'est extrêmement compliqué dans Paris. Alors, oui, Pardon, je pondère un instant, parce qu'il y a peut-être des gens qui suivent et qui se disent la même chose que moi. Paris est plein comme un œuf, certes, on l'a déjà dit hier, et pourtant on perd 15 000 habitants chaque année. Donc c'est un des œufs de Paris qui est plein. Les autres sont en train un petit peu de se vider. Il y a une forme de paradoxe sur des marchés comme celui de la capitale. Exactement, parce qu'en fait, il y a une sorte de dissociation entre les marchés résidentiels et bureaux. Ce qui est plein, ce sont les bureaux. C'est ça. Et les entreprises les résidences se vident. Voilà. Est-ce que du coup les résidences se vident? Je fais ça de manière caricaturale, bien sûr. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait moins de résidentiels et plus en plus de bureaux dans Paris, que finalement Paris devienne une ville-musée avec des bureaux, quoi. En fait, tous les projets comme le Grand Paris, ce qu'on appelle le Grand Paris, prévu et qui va être un peu accéléré par les Jeux Olympiques. Horizon 2030 pour le Grand Paris Express, par exemple. 2024 pour les Jeux Olympiques, ce qui accélère. C'est une toute petite partie. Oui, juste, complètement. Mais bon, la réalisation des transports et ça, on voit bien que c'est fait pour favoriser les transports de banlieue à banlieue. Avec une sorte d'hypothèse macro qui est le développement justement de la banlieue. On a toujours vécu avec cette dissociation entre l'Est et l'Ouest de Paris, l'Ouest riche, l'Est plus modeste, on va dire. Le rationnel du Grand Paris, c'est qu'il va y avoir une espèce d'homogénéisation de la première ceinture, de ce qui touche en fait Paris. Et après, il y a la question des usages qui est un peu différente de celle des territoires. Et il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre du bureau, du résidentiel, du mix entre les deux. Et il faut inscrire ça dans un cadre, si je réconcilie un peu aussi avec l'ISR, la doctrine, c'est construire la ville sur la ville. D'accord ? C'est augmenter la densité, sachant que Paris est déjà une des villes les plus denses parmi les capitales mondiales. Et donc il y a vraiment ce défi, notamment pour les promoteurs, surtout qu'il y a un refus politique de prendre de la hauteur. En matière de... Oui. On ne va pas faire un New York pour des raisons historiques, bien sûr. Pour des raisons qu'on peut élaborer. Mais donc, il y a ce défi de construire la ville. Pourtant, ça permettrait de cacher la tour Montparnasse qui... Voilà, on va être forcé d'habiter dedans pour ne pas la voir. En fait. Ouais, c'est ça. Mais blague à part, il y a vraiment ce pli qui a été pris, finalement, de construire la ville sur la ville,
de ce qu'on appelle l'hybridité des bâtiments, c'est-à-dire les faire servir le soir et la journée avec une partie bureau, une partie résidentielle. Aujourd'hui, quand on construit à la Défense ou dans des gros projets neufs, on doit avoir une quote-part de résidentiel, par exemple. Donc gérer l'hybridité pour faire finalement mieux avec moins, c'est un peu ça l'orientation générale. Le sondage est lancé. Quel secteur immobilier privilégiez-vous actuellement? Vous êtes en train de répondre. On voit que c'est la santé qui se détache largement. On parlait des maisons de santé d'ailleurs hier, 35%. La logistique, 23%. Le résidentiel, 27%. Le bureau, c'est vraiment pas la part du lion. C'est 7%. C'est intéressant parce que tout à l'heure, vous sembliez plaider pour le bureau. Et pourtant, moi, j'ai un préjugé, comme sans doute beaucoup de Français, qui est de dire qu'aujourd'hui, les grandes entreprises essayent de réduire leur part de bureau, presque à la faveur de ce qui s'est passé pendant le Covid, avec le télétravail, avec des rythmes de travail qui sont différents. C'est faux, du coup ? C'est vrai. Et c'est faux. Et c'est Il y a faux. deux parties, bien évidemment, dans la C'est le en réponse. même temps. Évidemment, on a assisté à la mise en place du télétravail ou du flex-office ces dernières années, c'est vrai, mais cette tendance avait pris part à l'activité économique largement avant Covid dans tous les pays européens. Mais aujourd'hui, on se retrouve aussi dans une situation un petit peu inverse, c'est-à-dire que c'est fait. Beaucoup d'entreprises ont mis en place le flex-office ou le télétravail. Encore faut-il pouvoir trouver, puisqu'on est là pour parler d'usage, des locaux adaptés à ce mode de travail. Et c'est là où peut-être le bas blesse encore sensiblement sur des zones comme Paris ou dans les grandes villes françaises par rapport aux bureaux. Imaginons une entreprise qui veut déménager du jour au lendemain pour mettre en place le flex-office. D'abord, il faut pouvoir déménager à une date donnée. Et un déménagement, ça ne se prévoit pas en 2 semaines, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et bien sûr, il faut trouver un bureau qui corresponde aux usages. Et ça, c'est beaucoup plus difficile puisque nous sommes quand même globalement en déficit d'offres de qualité pour pouvoir répondre à cela. Donc l'offre de qualité, elle va venir d'où ? Elle va venir de restructuration, elle va venir de nouveaux bâtiments construits qui vont venir en remplacement des anciens bâtiments. Donc tout ça se fait petit à petit. C'est là où il n'y a pas de déstabilisation des marchés du bureau. Certes, votre sondage montre l'attrait pour des nouvelles classes d'actifs qui sont en train de prendre un essor évident, encore une fois, par rapport à la demande. Mais nous avons toujours de la demande. Concernant les bureaux, bien évidemment, on a même un retour au bureau. Un certain niveau de retour au bureau. Pourquoi ? Les entreprises ont besoin de capter des cadres. Et pour capter des cadres, moi je dirais que les bureaux ils sont déjà en 2 dimensions. Le développement durable. Demain, ils vont passer en 3 dimensions. Développement durable, désirable. Les entreprises ont la volonté de restructurer, d'aménager leur structure pour faire revenir les cadres au bureau. Donc nous continuons d'avoir de la demande et donc Paris reste plein effectivement pour l'instant. C'est l'activité économique qui va édicter le taux de remplissage des bureaux. Ce n'est pas forcément les prix du bureau ou de la restructuration. Il est de combien le taux de remplissage des bureaux d'ailleurs à Paris ? Il est quasi à 100% ou 97, je crois. 97%. Ouais. On passe de la 2D à la 3D. Il est très difficile de trouver des bâtiments disponibles quand on est une entreprise sur les zones de chalandise où l'emploi est là. Est-ce que Paris peut se transformer en termes de bureaux pour devenir désirable ou être plus désirable ? Parce que j'imagine que Paris est quand même assez désirable. Mais... Alors c'est possible, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour plein de contraintes, des immeubles haussmanniens qui sont beaucoup plus difficiles à transformer, par exemple. Mais on a quelques exemples aussi de bâtiments plus récents, des bâtiments des années 70-80 que l'on peut remodeler de l'intérieur. C'est peut-être pas les plus désirables aujourd'hui, on est d'accord. Mais pour autant, c'est certainement les plus simples à transformer. C'est à nous de les rendre désirables. Nous, on a évidemment, comme toutes les sociétés de gestion, quelques exemples en portefeuille où on a restructuré l'aménagement intérieur des bâtiments. Alors qu'on avait une période locative pendant Covid, justement, et donc un peu moins de loyers perçus à cet instant-là, eh bien le fait de réaménager avec des espaces communs, en installant le traditionnel baby-foot que l'on voit partout dans toutes les entreprises, ou une cafétéria, ou des salles de réunion communes, le baby-foot, on est d'accord. Ça permet de relouer le bâtiment rapidement. Je disais Bonzini, le baby-foot, on est d'accord. Comment ? Bonzini. Bonzini, c'est une marque de baby-foot, probablement. Mais ça permet de relouer rapidement, d'une part, et aussi de pouvoir capter un loyer largement supérieur à ce qu'il était avant travaux. Et ça aussi, ça a une grande importance pour les épargnants, puisque c'est la faculté des produits immobiliers à augmenter les loyers quelque part, et donc à augmenter
le niveau de revenus qu'on va leur verser au travers des SCPI, par exemple. Vous connaissez Norcia Immo, hein, tous les deux. On va marquer une toute petite pause pour parler de Norcia Immo avec Cécile Méneret et Julien Petit-Guyot. Et avant, c'est traditionnel, une petite pub. Suite à une année 2022 marquée par un beau développement pour Origestion, nous allons continuer en 2023 à investir en termes de moyens humains et techniques. 2022, ce sont 9 recrutements réalisés pour Origestion et nous continuerons en 2023 pour accompagner nos partenaires CGP et Family Offices en matière de gestion sous mandat et de fonds dédiés sur mesure avec une tarification adaptée. 2023, c'est également pour Origestion un tournant en matière d'ESG. L'ensemble des fonds de notre gamme va passer ESG avec à minima des fonds article 8 en communication centrale. Par ailleurs, 2023, c'est également l'année de la métamorphose en termes de taille, puisqu'il est envisagé d'acquérir une ou plusieurs sociétés de gestion avec des opérations en cours d'analyse. Cela ne changera en revanche rien à notre ADN entrepreneurial et à notre esprit d'indépendance. Nous y sommes très attachés et nos partenaires également. Vous en saurez plus dans les prochains mois. Bonjour à tous. Le marché des SCPI progresse à une vitesse considérable. Les SCPI séduisent toujours plus d'épargnants et nécessitent un renouvellement de l'offre. De ce fait, nous voyons naître régulièrement de nouvelles SCPI. Lumière sur ce placement collectif au sein de Norcia. Comme je l'ai évoqué, le marché de la SCPI est très porteur. Peux-tu me parler de l'offre Norcia Immo et comment Norcia a structuré son offre ? Nous avons lancé Norcia Immo en 2019. À l'image de ce que propose Norcia au travers de son offre, Norcia Immo met à disposition de nos partenaires une gamme complète, évolutive et diversifiée de 21 SCPI parmi les meilleurs du marché, que nous avons sélectionnés en collaboration avec 13 partenaires asset managers. Nous avons, pour construire cette offre, identifié les SCPI historiques, mais aussi des pépites qui permettent de construire une allocation ayant du sens et diversifiée, tant au niveau géographique que sectoriel, répondant ainsi aux nouvelles attentes des investisseurs. Tu m'as parlé de diversification au sein de l'offre Norcia Immo. Pourtant, nous retrouvons par exemple 3 SCPI sur la thématique de la santé. Peux-tu nous en dire plus ? Le thème de la santé est le parfait exemple illustrant la sélection des SCPI que nous mettons en place chez Norcia. En effet, ce secteur regroupe une typologie d'actifs très variée et notre analyse a permis d'identifier une complémentarité de ces 3 SCPI que sont Pierreval Santé, Avenir Santé et Primovie. En effet, lorsque l'une va être investie dans des EHPAD ou des établissements d'accueil, la seconde sera plutôt positionnée sur les soins de ville, comme des maisons de santé ou encore des laboratoires. La dernière sera quant à elle positionnée sur des actifs liés à la petite enfance, l'éducation, ou encore des bureaux en lien avec la santé. Merci Cécile. Quels sont les atouts de Norcia Immo ? 3 atouts majeurs. Un seul point d'entrée, une seule convention pour l'ensemble des SCPI. La centralisation du paiement des commissions par Norcia, effectuée en fin de mois pour tous les dossiers qui sont arrivés complets avant le 15, et la signature électronique. Aujourd'hui et demain, le parcours digital unique pour la souscription de l'ensemble des SCPI de la gamme. Merci Cécile pour ce tour d'horizon de Norcia Immo. On comprend bien que vous avez une offre complète et facile d'accès pour vos partenaires. Cependant, question financement. Peux-tu me dire quelle réponse Norcia apporte à ses partenaires ? Aujourd'hui, nous avons noué plusieurs partenariats avec différents courtiers afin de répondre aux projets d'acquisition des SCPI à crédit. Depuis quelques semaines d'ailleurs, est disponible sur N+, un lien permettant de réaliser des simulations en ligne. Au-delà du financement à crédit, nous retrouvons toujours les solutions d'avance patrimoniale que nous avons mises en place avec certains assureurs comme la Mondiale ou Generali. Pour conclure, en quelques mots, Cécile ? Norcia Immo centralise pour nos partenaires CGP une offre de SCPI complète et diversifiée avec un seul point d'entrée pour la gestion des dossiers et des commissions. Le développement du parcours électronique et l'appui de nos partenaires pour le financement rend l'offre Norcia Immo rassurante et facile d'utilisation. Retour sur notre plateau avec ces nouveaux codes, ces nouveaux usages, à quoi s'attendre dans le secteur immobilier. Question de ta part, Philippe. Ouais, en fait, j'aimerais bien savoir comment vous répondez justement à ces nouveaux usages, l'un et l'autre. Et j'aimerais dans un deuxième temps qu'on aille sur, un peu plus en profondeur sur chacun des segments de l'immobilier, parce qu'on l'a bien compris, l'immobilier, il y en a plusieurs, de bureaux et l'immobilier, enfin de bureaux en tant que tel, et l'immobilier en tant que tel, il y en a plusieurs. Daniel. Daniel ? Comment répondre ? Moi, je rebondis un peu sur ce que disait Louis Renaud juste après. Finalement,
ce qu'on demande aujourd'hui à un bureau, avant on demandait une adresse. Aujourd'hui... C'est vrai, on avait tous une adresse aux Champs-Élysées. Exactement. Ça faisait chic. Et ce qu'aujourd'hui on nous demande en tant que bailleur, c'est que l'immeuble soit un outil de management. Parce que la grande problématique des entreprises, c'est quand même de garder leurs employés. C'est ce qu'on a dit, quiet quitting, grande résignation, grande démission, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est la problématique numéro 1 de beaucoup d'entreprises. Et donc il faut qu'il soit ESG compatible. Alors, il faut qu'il soit ESG, à la fois il faut qu'il soit ESG pour des raisons réglementaires, décrets tertiaires, etc., qu'on peut développer. C'est également, aujourd'hui, les entreprises se font recruter par la nouvelle génération. C'est ça. Et donc, il faut qu'elles puissent les garder. Et puis, évidemment, de façon plus prosaïque, mettre des mètres carrés de service. C'est là qu'il ne faut pas être trop pessimiste sur le télétravail. Parce qu'en fait, les mètres carrés d'open space qu'on perd, on les remplace par des mètres carrés de salles de réunion, de services, etc., pour garder les gens qui, effectivement, sont moins présents. Donc, c'est plutôt une réorganisation interne du bureau qu'une disruption, comme on a pu le voir sur le commerce, par exemple. D'accord. Intéressant. Votre complément de réponse? Alors, on peut ajouter des compléments de réponse, notamment sur d'autres classes d'actifs. Moi, j'ai commencé dans l'immobilier il y a presque 20 ans maintenant. Rappelons-nous qu'à l'époque, on parlait bureau, commerce uniquement. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a eu une segmentation. Et la Mecque de la Mecque, c'était le commerce. Absolument. À Paris. Et une segmentation complète des différents secteurs d'investissement dans lesquels nous pouvons investir aujourd'hui, les particuliers peuvent investir, et donc la montée en puissance, bien sûr, du résidentiel santé, de la logistique, et même la continuité du commerce. Mais qu'est-ce qu'on nous demande aujourd'hui pour répondre à votre question? Par exemple, dans les commerces et la logistique, tout ça est suivi par rapport à l'activité économique et par rapport à la consommation des ménages. Je prends un exemple très simple, mais les grandes artères pour les commerces, où le commerce de proximité a connu un regain de vigueur, bien sûr, pendant le Covid ou post-Covid, et bien sûr, de façon évidente, les besoins logistiques suivent, tout simplement parce que la consommation à distance prend un essor. Et là, l'intérêt, bien évidemment, c'est de correspondre encore une fois aux usages des locataires avec de la grosse logistique, pour pouvoir amener des biens à un endroit donné, mais aussi de la logistique de proximité pour pouvoir le livrer chez vous. Et là, le dernier kilomètre, c'est ça ? On est en manque structurel. C'est la logistique du dernier kilomètre. La logistique du dernier kilomètre, bien évidemment. Mais tout ça s'équilibre. Nous retournons tous dans les centres commerciaux aujourd'hui, où nous retournons faire nos courses également. Donc il n'y a pas l'un ou l'autre, il y a de la segmentation des petits commerces qui souffrent par rapport aux entreprises que nous avons devant nous. Regardez, c'est intéressant le résultat, qui est encore partiel du sondage, puisqu'il montre qu'il y a effectivement deux secteurs qui se détachent très nettement. La santé, d'une part, 31%, et la logistique, on vient d'en parler, 33%, donc les CGP qui nous regardent y croient. Le bureau reste relativement faible, 14%. Le commerce, 7%, et le résidentiel, 17%. Daniel, intéressant de commenter ça, parce qu'en effet, ce sont deux secteurs qui ont explosé sans doute, ou en tout cas il y a eu une accélération avec le Covid. Alors il y a un aspect conjoncturel sur ce sondage-là, qui est qu'aujourd'hui le bureau n'a pas encore corrigé en termes de valeur, alors que la logistique a déjà commencé à corriger. Donc les premiers points d'entrée au premier semestre 2023, ça va être sur la logistique, et la santé résiste très bien. Ce qui est intéressant, c'est que la santé et la logistique sont deux actifs, on va dire, de rareté. C'est-à-dire dont la croissance des valeurs vient du fait qu'on n'en a pas assez, fondamentalement. C'est ce qu'on appelle des actifs acycliques, si on voulait utiliser ce terme-là. Et aujourd'hui, clairement, c'est ce qui est plus défensif, parce que pour la santé, on parle de baux en moyenne entre 9 et 12. Pour la logistique, on peut entre 9 et 12 ans. Pour la logistique, on peut aller sur des baux encore plus longs. Donc en fait, ce que ça signifie, c'est une demande de revenus réguliers sur le long terme, décorrélés des cycles. En fait. Et la santé, ça regroupe quoi? Pardon, question naïve. Ça va du cabinet à l'hôpital En général, on distingue court, moyen, long séjour. Donc court séjour, c'est des cliniques, où vous allez passer en général moins de 24 heures. Moyen séjour, c'est tout ce qui est établissement psychiatrique. Et puis le long séjour, qui est le segment le plus important, c'est ce qu'on appelle les EHPAD, bien sûr, les résidences seniors, qu'il ne faut d'ailleurs pas forcément englober sous le vocable de maison de retraite, parce que ça prête à confusion. Et ça, c'est le long séjour, et c'est le segment le plus important dans l'immobilier de santé. Et puis après, effectivement, quelques formats périphériques de type cabinet mutualisé de docteurs, même ce qu'on appelle life science aujourd'hui, c'est un laboratoire, en fait. Voilà, tout ça, c'est l'immobilier de santé. Et ce sont des secteurs dont on voit mal comment ils pourraient faiblir dans les années qui viennent. Complètement. Et justement, sur ce segment de la santé que tu connais
Très bien. Dont Primonial, elle, est investisseur en nous. Voilà. Est-ce qu'il y a des évolutions d'usage sur ce segment-là qui fait que vous avez une adaptation particulière ou pas? Alors, une question d'usage. En fait, il y a deux choses. Il y a la problématique de rareté dont on parlait. Hein. Il faut en construire plus, etc. etc. Ouais. Et puis, il y a le fait qu'évidemment, en fait, il faut différencier le court et le long séjour. Dans le long séjour, on connaît toutes les problématiques où on sait qu'il faut élever les standards de soins, supprimer les chambres doubles, mettre plus de services d'animation, mais donc de gens là-dedans. Donc nous, quand on achète aujourd'hui des EHPAD, des résidences seniors, on provisionne les charges qui vont nécessairement être celles des opérateurs, énergétiques, les coûts de personnel. Il faut que ces métiers redeviennent beaucoup plus attractifs. Quand ils trouvent du personnel, oui, c'est ça. Ouais. C'est le plus important sujet aujourd'hui. Et donc ça, c'est beaucoup une question de coût plus que d'usage, en fait. Et puis, sur la partie court séjour, la partie clinique, on sait que ce sont des établissements qui deviennent de moins en moins, de plus en plus des endroits de service. C'est-à-dire qu'une femme qui accouchait il y a 10-15 ans restait une semaine à l'hôpital. Aujourd'hui, elle reste un jour. Parce que l'idée, avec ce qu'on appelle la T2A, tarification à l'activité, c'est de multiplier les actes médicaux, mais avec plus de services. D'accord ? Donc ça devient de moins en moins des établissements d'hébergement et de plus en plus des établissements où il y a ce qu'on appelle un parcours patient qui est organisé. Donc ça doit être des établissements beaucoup plus flexibles, immobilièrement parlant. Merci, passionnant. Dernier petit éclairage. Sur les transformations des usages, moi j'aimerais dire un mot sur un secteur qui n'a pas été mentionné dans votre sondage et je trouve ça dommage. C'est l'hôtellerie en général. Ouais. L'hôtellerie, il y a 2 ans, tout le monde pensait que l'hôtellerie était terminée et ce pour une raison indépendante de notre volonté. On ne pouvait quand même pas prévoir ces différentes phases de confinement. Il y a 2 choses derrière l'hôtellerie, je crois, pour répondre à la thématique de ce débat aujourd'hui. Il y a premièrement un phénomène peut-être d'opportunisme, qui est de se dire, suite à une crise dans l'hôtellerie, bien évidemment, nous avons des points d'entrée d'investissement qui peuvent être intéressants. On peut rappeler également que l'hôtellerie représente quand même 5% des investissements qui sont réalisés en France. Ce n'est pas une grosse classe d'actifs, mais ça n'est pas si négligeable. Et en termes d'usage, justement, suite au Covid, outre l'opportunisme, il y a aussi des changements de comportement de la part des entreprises en termes d'hôtellerie business. Une nouvelle demande qui se crée, par exemple, maintenant que nous sommes en travail éloigné, il faut aussi faire revenir de temps en temps les salariés dans la ville ou sur le siège social de l'entreprise et des besoins de consommation pour certains salariés en hôtellerie 2 jours tous les 15 jours. Et le retour des séminaires, bien évidemment. Et puis l'hôtellerie loisir également reprend en activité avec la prise de conscience des Français ou des Européens d'essayer de consommer moins de kérosène pour partir en vacances, partir plus près. Et le besoin de nouveaux concepts, découvrir des nouveaux lieux, découvrir des nouvelles activités autour de l'hôtel. Et ça aussi, c'est une mutation qui est assez forte. Et puis il y a une dernière petite mutation que j'aime beaucoup, qui est celle des campings. L'hôtellerie de plein air, vous allez voir que dans les 10 prochaines années, je pense qu'on va arriver à un niveau de financiarisation des campings qui va monter en puissance. Alors, si je vous dis ça, c'est bien évidemment qu'on est très présent sur le secteur depuis plus de 10 ans. Les gens ne le savent pas, donc c'est le moment effectivement de le faire savoir. Des mutations dans l'hôtellerie, ça va continuer et il va falloir trouver les bonnes chaînes, les bonnes externalisations et les bons investissements pour pouvoir faire progresser ce secteur dans les 10-15 prochaines années. C'est vrai qu'on l'oublie, mais le camping, effectivement, monte en gamme de manière très importante et on retrouve aujourd'hui des campings qui sont 4 étoiles, 5 étoiles, avec un confort extraordinaire. Tout l'intérêt pour nous, acheteurs d'immobilier, réussir à trouver des campings 3 ou 4 étoiles et les aider à faire progresser leur RevPAR, comme on dit, leur revenu par nuitée, et ça en les faisant monter de gamme progressivement. Mais il faut les aider. Et c'est justement notre rôle que d'aider l'exploitant à le faire monter en gamme et à faire augmenter son chiffre d'affaires. Puis, il y a quelque chose d'un peu jouissif, non, à investir dans un camping. Hein. C'est une forme de préambule aux vacances. Donc, voilà, moi, j'investirai là-dedans, hein, si vous me demandez. Merci infiniment, tous les deux. Je pense qu'on peut vous applaudir. C'était passionnant. On va vous laisser rejoindre la coulisse. Notre dernière chronique, elle est liée évidemment à ce que l'on vient d'entendre de la matinée sur l'immobilier logistique par Manon Martin, avec une petite page de pub juste avant. Alors, à quelle métamorphose assisterons-nous chez Exane Asset Management en 2023 ?
Bien, je suis désolée de vous l'apprendre, il n'y aura pas de métamorphose chez nous en 2023. Nous faisons partie des sociétés de gestion qui prônent la stabilité et donc nous allons continuer dans cette voie-là. Nous allons continuer de nous concentrer sur notre savoir-faire historique. Nous allons continuer de nous concentrer sur l'amélioration de nos process de gestion des risques. Et tout ça pour une seule raison, vous assurer une année 2023 en toute sérénité avec Exane Asset Management. Et pour cela, bien évidemment, nous parlerons du fonds Exane Pléiades, notre solution cœur. Nous sommes sur un actif décorrélé des classes d'actifs traditionnels, donc que ce soit marché action, marché taux, avec une vraie philosophie de préservation du capital, même si toutefois le capital n'est pas garanti. Et donc n'hésitez pas en 2023 à nous contacter. Bonjour à tous. 85%. 85% lors d'un achat sur Internet, c'est la proportion de clients qui changent de site lorsqu'ils jugent que le délai de livraison est trop long. La réactivité est donc le facteur clé de compétitivité du e-commerce. Le secteur s'adapte et évolue d'une logique de flux tendu à une logique de stockage. Et cela va s'accentuer avec l'essor du e-commerce, dont la part de marché va passer de 15% du commerce global en France à 25% dans 3 ans. À tout ça s'ajoute le reshoring. Vous savez, la nouvelle tendance de rapatriement des capacités de stockage depuis l'Asie vers les bassins de consommation européens. Vous le voyez, les besoins en logistique ne cessent de croître. Côté offre, les lois de non-artificialisation des sols et les PLU des villes exercent des contraintes fortes sur l'offre immobilière logistique à venir qui ne permettra pas de répondre à la forte demande. En bref, la demande est forte et l'offre est limitée. Tous les ingrédients sont réunis pour que les loyers indexés à l'inflation augmentent. Or, les opérateurs logistiques ont justement la capacité d'absorber ces hausses de loyer, car le loyer ne représente que 3 à 6% de leurs charges, qui sont majoritairement constituées des coûts de transport et de main-d'œuvre. Une augmentation de 30% des loyers n'impacte donc les frais de distribution que de 1 à 1,5% environ. Vous l'avez compris, l'immobilier logistique a toutes les cartes en main pour tirer son épingle du jeu en 2023.